Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve là, c'est vraiment la première édition de notre nouveau rendez-vous Radio Libre. C'est un format que j'adore en fait d'une manière générale sur Twitch et tout l'aspect direct et on sait pas trop ce qui va se raconter etc. sur Twitch. C'est vraiment un truc que j'ai aimé beaucoup faire. Ça me fait plaisir de vous retrouver là. L'un des trucs que je trouve génial, c'est vraiment l'aspect du direct qui contraste vraiment avec les podcasts que j'enregistre d'habitude là juste derrière. Là, dans mon canapé. Et je me suis dit que pour cette rentrée, ça pourrait être cool qu'on mette tout ça en place et qu'on en fasse un vrai rendez-vous, quoi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord si vous voulez venir discuter. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai de l'aide. Jenna va s'occuper de faire, on va dire, le sas, de m'envoyer les gens qui voudront venir discuter. D'une manière générale, il y a toujours eu beaucoup de profs dans ma commune. Il y a eu beaucoup de profs de toute façon dans le public de Mademoiselle d'une manière générale. Je crois qu'il y a aussi une question du fait qu'il y avait beaucoup de... C'était un public majoritairement féminin sur Mademoiselle. Et j'ai cru comprendre que, en termes d'éducation de professeurs, n'est-ce pas, la population féminine était un poil surreprésentée. J'ai même pas les stats d'ailleurs, je dis ça comme ça au hasard, mais c'est juste un peu l'impression, quoi. On est donc avec Marie. Ça va se passer... Tout à fait. Ça se passe à merveille techniquement. On est au top du game. Pourquoi avoir décidé de devenir prof de français ? À cause de Baudelaire. C'est tellement cliché. Non, parce qu'en fait, j'aime la littérature et j'aime tout ce que ça véhicule derrière et ce que ça permet de travailler en termes de sujets de fond au final. Et aussi parce que apprendre la langue, apprendre à parler ou à écrire, ça permet d'apprendre à construire sa pensée et à argumenter. Et je pense que c'est essentiel dans la construction de l'individu. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Comment t'as décidé, toi, enfin, c'était quoi tes premières expériences de prof ? Comment c'est passé pour toi, je sais pas moi, la première fois où tu t'es retrouvé face à une classe, par exemple ? Je crois que j'étais en licence. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait un stage dans mon ancien lycée où j'étais élève avec mes profs de français de quand j'étais élève. C'était trop cool. Alors, j'étais toute stressée, bien sûr. Ouais. J'avais préparé un truc hyper carré, hyper blindé. Et au final, j'ai adoré faire ça. Et du coup, après, j'ai eu des retours, bien sûr, de mon prof de français, de mon de stage. Mais parler avec les élèves et dialoguer avec eux, je trouve que c'est quelque chose qui est... En tout cas, moi, je trouve hyper naturel et j'aime vraiment faire ça. C'est ce qui me plaît le plus, je pense, dans mon métier. D'établir le dialogue, alors bien sûr de parler des textes, mais d'aller... Enfin, voilà, de les faire réfléchir, d'aller les titiller un peu pour que, hop, ils réagissent et voilà, et du coup, d'établir un contact, en fait. Et comment ça se passe en termes de transmettre la passion pour Baudelaire ? Ça peut être parfois un peu plus compliqué, mais je pense que c'est... alors, il y a des textes qui parlent plus ou moins. Après, c'est la possibilité d'aborder une multitude de textes différents, de types différents dans l'année, et il y en a qui touchent plus ou moins, et je pense on a toujours moyen d'être touché à un moment donné. Après, je crois que c'est important, la manière dont on en parle. Si on en parle avec simplicité et passion, surtout, je crois que ça se transmet. Et à un moment donné où on arrive à toucher... si nous, on aime ce qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, dans ce dont on parle, ils le sentent. Après, je suis pas à monter sur les tables non plus, tu vois. Mais des fois, je peux m'emporter un peu loin en mode, je suis partie dans ce que je suis en train de raconter. Et, Tu t'empêches de le faire, de monter sur les tables ? Ah, c'est une vraie question. Ouais, quand même. C'est vrai. Pourquoi tu t'empêches de le faire ? Parce que, tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de leur parler de l'importance de mettre les mots dans le bon ordre dans la phrase, que chaque mot a une fonction et une place qui est importante dans la phrase. Et je me dis, voyez, c'est comme le bourgeois gentilhomme. Attends, est-ce que vous connaissez le bourgeois gentilhomme ? Et bim, je suis partie pour leur montrer une vidéo de l'extrait de Monsieur Jourdain qui dit « Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » et qui demande la meilleure façon de le dire, et t'as le professeur de philosophie qui la remet dans tous les sens. Et à la fin, ça veut plus rien dire. Et du coup, comme la vidéo marchait pas, je suis partie à leur jouer le texte en le lisant. Et en fait, c'était carrément mieux de faire ça plutôt que de montrer une vidéo de théâtre. Anecdote, là pour le coup, de grand enfant, puisque j'étais en fac d'anglais, j'ai fait une année de fac d'anglais, et il y avait une prof qui réussissait l'exploit de remplir son amphi à chaque fois, et je comprenais pas pourquoi. En fait, tous les années, enfin tu vois, genre les deuxièmes années et tout, avait dit mais faut surtout pas que vous ratiez un cours avec elle et tout. Je dis pourquoi ? En fait, la meuf faisait du théâtre, c'est-à-dire qu'elle a joué Macbeth en anglais, bien sûr, pendant 1 heure. On était sciés. Trop cool. Voilà quoi, ça reste un souvenir fou quoi, tu vois. Donc si t'as ça après je dis pas que tous les profs doivent faire ça, mais je crois que si t'as ça, c'est vraiment la meilleure façon de leur montrer, de leur faire passer la passion, je dis. Il y a Pierre qui demande, et je suis assez d'accord avec cette idée, c'est comment on gère en tant que prof la différence entre ta volonté pédagogique à toi et celle qui est imposée par le recteur, l'inspecteur en termes de contenu et de façon d'enseigner. Ça doit être vraiment un truc qui doit être frustrant, quoi. C'est ce que j'allais dire, on gère pas, c'est la frustration.
Moi, ça fait partie des trucs qui sont les plus difficiles à vivre en fait dans le travail aujourd'hui, c'est le fait de, tu vois, il y a les moyens qu'on te donne, ce qu'on te demande de faire, et puis la réalité des choses qui fait une grosse différence avec ce que tu arrives à faire. Je crois que le plus important, c'est de réussir, gros travail, à lâcher prise. En disant que tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as, les graines que tu arrives à planter, c'est déjà le plus important en fait. Après, bien oui, c'est de la frustration. Parce que quand tu vois le peu d'heures que tu as avec eux par rapport à tout le programme qu'on te demande de couvrir, et il y a des fois, tu aimerais aller plus loin, tu aimerais ancrer davantage les choses, mais tu peux pas parce que sinon tu rentres pas. Enfin, tu vois, quand par exemple en troisième, il y a le brevet au bout de l'année, il faut quand même qu'ils aient vu un certain nombre de choses parce que du coup, ils peuvent tomber dessus, tu es obligé d'avancer à un moment donné et tu sais forcément que t'en perds. Et bien sûr, c'est hyper frustrant. Comment t'as vécu ça en tant que jeune prof? J'imagine qu'il doit y avoir je me dis quasiment tous les jeunes profs, une phase de désillusion, non? On a déjà un peu conscience avant parce que tu discutes avec d'autres gens qui sont profs, etc. etc. Et puis moi, dans ma famille, il y a des profs aussi. Ah oui. La reproduction sociale. Bourdieu le vrai. Ouais, Bourdieu gagne à la fin. C'est surtout l'année de stage, moi j'ai trouvé, où en fait tu te rends compte surtout du décalage entre ce qu'on peut te faire voir ou te faire écouter à l'ESP, là où on fait le temps de formation des profs, et ton terrain, où généralement tu as un décalage qui est juste énorme. Et encore que tes terrains de stage, généralement, ils peuvent être plutôt pas trop mal. On t'en voit rarement en stage en REP, ou pardon, ce que je crois que c'est Pierre tout à l'heure appelé les ZEP, maintenant ça s'appelle les réseaux d'éducation prioritaire, donc les REP. Ok. Et du coup, tu te rends bien compte qu'il y a un décalage entre le terrain et ce qu'on t'enseigne. Il y a beaucoup de démissions, déjà dans l'année de stage et même après les premières années, il faut s'accrocher, je crois. Moi-même, ça fait pas très longtemps que je suis titulaire, hein, c'est ma 3e année là, ma 3e rentrée. J'arrête d'aller lire des articles qui parlent de l'éducation et de l'enseignement parce qu'à chaque fois, le nombre de commentaires haineux est impressionnant. Je sais pas, et effectivement, c'est devenu le boulot de feignasse qui est facile à faire, et il faut arrêter de se plaindre parce que les clichés ont pris le dessus. Ouais. Après, il y a quand même des gens aussi qui ont encore respect pour la profession, heureusement. Il dit non, c'est vrai, il y a plus de respect pour les profs, c'est pas être un vieux con. Mais je crois qu'il y a un truc sociétal aussi derrière tout ça, quoi, tu vois, forcément. Oui, bien sûr. Je te disais, c'est un des rares métiers où tout le monde se permet de donner son avis, tous les parents, pas tous les parents, mais une partie des parents se permettent de donner leur avis. Sélectionneur de l'équipe de France aussi. Non, mais c'est vrai. Il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France qu'il y a de Français, j'ai l'impression. Après, oui, je suis d'accord. Tout le monde a la sensation qu'ils peuvent venir expliquer aux profs comment faire leur métier, quoi. Bon, et toi, Pistache, tu disais que c'est toi qui as eu du mal la première année, c'est ça? T'as pris sur la tête le coup de finalement je vais pas réussir à sauver le monde, c'est ça? Ouais, c'était très très dur parce que moi j'ai fait ce métier parce que j'avais le feu sacré, quoi. Je voulais laisser personne sur le bord de la route, et même si je sais que l'éducation nationale c'est pas parfait, je me rendais pas compte que en fait je suis pas Superman, je peux pas sur 30 enfants, soit j'en laisse dès qu'ils pourraient faire plus vite, qui pourraient faire mieux, soit j'en laisse dès qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas, au final, en fait, ils auraient besoin d'être pas 30 par classe, et ils auraient besoin qu'on s'occupe de tout le temps. T'es prof de quoi et où? Je suis prof d'anglais au collège en Bretagne. Est-ce que vous avez vu cette série mixte avec la prof d'anglais qui est ultra cool? C'est la seule prof cool. Alors moi, j'ai pas vu, mais... C'est très cool. Je me la note. T'es prof d'anglais, pardon, en Bretagne, c'est ça que tu disais? Ouais. Ok. Et en fait, c'est terrible parce que tu dis j'avais le feu sacré. Et en fait, t'es jeune prof. Oui, je fais ma 6e rentrée là. Putain, mais c'est quand même terrible d'être déjà... Alors que t'es au début de ta carrière, hein, tu vois. Mais t'es obligé en fait un peu. C'est ce que disait Marie tout à l'heure. C'est pas un reproche, hein. D'accord. Oui, mais je pense que t'es obligé, si tu veux survivre, en fait, de prendre un peu de pas... Je dis pas que j'ai pas le feu sacré maintenant, mais enfin, dans la mesure du possible, je continue à faire des projets, je continue à essayer de faire de mon mieux, mais je suis plus réaliste, on va dire. Pour te protéger toi? Ouais. Pour me protéger moi, entre autres, parce que sinon,
Ça va, le burn-out, il va trop vite. Bah ouais, non, c'est vrai que c'est difficile, c'est une spirale. J'ai pas mal de copines aussi qui sont dans cette situation ou qui pensent à changer de métier. Et c'est vrai qu'il y a un peu le même discours de se sentir vraiment bloqué parce que t'as des qualifications qui sont difficiles à faire reconnaître ou à convertir, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour changer de voie, quoi. Surtout si on s'est vu prof toute sa vie, de redémonter un peu son rêve et puis d'en remonter un autre, je pense Oh que là c'est là. ça qui est difficile, quoi. J'imagine tellement. Et surtout si tu viens dans le boulot avec plein d'illusions, etc. Et l'idée de vouloir sauver le monde et les gamins, quoi, ça doit être compliqué. Mais c'est, 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 vous êtes défaitistes comme ça au quotidien, les filles, ou parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de, bah, en fait, on a fait avec, et puis c'est comme ça. Et encore une fois, je juge pas, hein, tu vois, mais je me dis putain, ça doit être chaud, quoi. Enfin, personnellement, moi, je dirais pas que je suis défaitiste. Je suis plutôt dans l'optique, ok, comment est-ce que je fais pour être au clair avec, voilà, c'est quoi mon ambition, qu'est-ce que je veux, c'est quoi la petite pierre que je veux apporter modestement, voilà, à mes élèves, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que mes profs préférés ou les profs les plus inspirants ont fait pour moi, et puis si j'arrive à faire un dixième de ce qu'ils ont fait, je serais contente. Et c'est vraiment ça, quoi. Et puis surtout, moi, ce qui m'a vachement aidée, c'est que ma mère est prof. Et du Bourdieu, coup, elle wesh. m'a jamais présenté, tu vois, le truc en mode Disney, tu vois. Comment ça? Elle m'a toujours dit, ouais, j'ai entendu parler des différentes réformes, des différents ministres, que c'est pas facile tous les jours. Et au final, elle m'avait aussi dit, voilà, si t'es un perfectionniste, fais pas ce métier, par exemple. Plein de petites choses qu'elle m'a distillées comme ça au fil des années, alors que je voulais pas être prof. Par principe, je voulais pas être prof. Ah ouais, t'as raté. Voilà, parce que c'est pas cool, hein. Vaut mieux être une rebelle qui fait l'inverse de ses parents. Ok. Et qui porte un perfecto en cuir et tout. Je me suis un peu bâti ce personnage, tu vois, d'élève qui va être cool à un moment et qui fait des choses pas comme les autres, et en fait, pas du tout. Mais au moins, je sais pourquoi je suis là, Ouais. et je me fais pas trop d'illusions, je pense. Mais Je pense que... Mais donc, en fait, quand tu dis tu te fais pas trop d'illusions, est-ce que tu es quand même dans une démarche positive, ou parce qu'il y a, tu vois, il y a Erwan qui dit ce défaitisme est assez majoritaire en salle des profs, c'est à la fois triste et admirable. Je pense que moi, c'est ce qui m'a fait choisir, parce que j'ai pas choisi la France pour travailler. Et en fait, c'est ce qui m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire, c'est quoi le pays où je peux le faire de la manière qui me convient le plus, en fait. Et évidemment, il n'y a pas de système parfait, mais c'est vrai que, en allant en Angleterre, je me suis rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi et qu'ils ont des gros problèmes de démission massive de profs, pour des raisons assez similaires à celle en France. Ils sortent la moula, mais c'est vraiment pas possible, quoi, comment ça fonctionne. C'est de plus en plus privatisé. Et l'Allemagne, il y a un peu un juste milieu, en fait, entre la France et l'Angleterre, pour moi. Il y a une grosse différence de traitement des élèves aussi. Enfin, dans mon ancien collège, on faisait un échange avec un collège allemand, je suppose. Et en fait, on leur faisait confiance de base à l'école. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en France. Confiance aux élèves, tu veux dire? Waouh. Ouais. Genre, ils pouvaient être, ils ont le droit de manger en cours, mais aussi, mes élèves, le premier truc qu'ils me racontaient quand ils revenaient d'Allemagne, c'était de me dire, oui, ils n'ont pas des surveillants tout le temps après eux, ils vont tout seuls en salle d'études, on vient pas les chercher dans la cour. C'est ouf, hein, mais il y a un côté aussi, je crois, de rapport à la jeunesse qui est complètement différent. C'est-à-dire que tu pars du principe que des ados, en fait, ils sont capables de s'autogérer parce qu'en fait, ils sont grands, quoi, tu vois. Pas besoin d'être derrière eux. Et donc sans doute ça doit changer un truc dans le rapport en classe aussi, quoi. Parce que tu as plutôt une discussion d'adulte à adulte, en fait. Peut-être. Ouais, je pense que les élèves sont plus responsables si tu leur donnes plus de responsabilités. Toujours. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Pistache, parce que c'est vrai qu'en fait, en gros, en France, on a l'impression de la manière dont sont faits les emplois du temps, on a tellement peur de laisser du temps libre aux enfants, tu vois, pour qu'ils puissent faire des loisirs et pas seulement les mettre à 20h le soir ou tout caser le mercredi après-midi, mais juste leur laisser le temps, en fait, de découvrir ce que c'est d'être jeune, d'être ado. Et on a tellement peur, en fait,
qu'ils utilisent ce temps-là en fait pour ce qu'ils veulent, que en fait effectivement ils sont pas considérés, on les flique trop quoi. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose en Allemagne moi qui me choque plus dans l'autre sens, où des fois quand tu vois les petits enfants qui vont à l'école tout seuls, qui sont très très petits, combien de fois je me suis retenue de me dire c'est un enfant, il est perdu. Bah non, j'imagine que le daron ou la daronne, il lui a montré déjà la route et il sait y aller. C'est exactement ça. Mm. Donc En fait, Ouais. on les Pardon. infantilise beaucoup dans... J'ai D'adultisme, l'impression tu veux qu'on dire. les prend un peu pour des débiles, les ados, tu vois. Ouais. Oui. Moi, je trouve que des fois, juste, ça vaut le coup de parler. Moi, je sais que mes collègues me font souvent la réflexion quand je dis, moi, j'ai arrêté mon cours parce que, il y a un garçon qui s'est arrêté et qui s'est retourné vers sa camarade et qui a dit, qu'est-ce que t'as tes règles? Moi, j'ai arrêté mon cours d'anglais. Et du coup, on a parlé une demi-heure en français pour savoir pourquoi on fait pas ça, en fait. Yes. Et, Yeah. Yes, papa. et les collègues qui font oula, mais t'inquiète, mais ils ont rien compris, je suis sûre. Si, ils ont compris, enfin, ils sont pas débiles, quoi. Ils font des erreurs, mais le principe, c'est aussi qu'on est là pour. Pour être des adultes de référent aussi quelque part, mais je crois qu'il y a un truc. Je crois qu'en France, on a c'est Simvo qui dit que en Espagne, les élèves tutoient et appellent les profs par leur prénom, mais on a aussi un rapport à l'autorité qui est complètement niqué, où d'un coup d'un seul, comme t'es l'adulte, t'es l'autorité, et forcément, comme t'es l'autorité, t'as forcément raison. Ce qui peut parfois être le cas, hein, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir des décisions d'adultes un peu idiotes, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, parce qu'en fait j'ai décidé que c'est comme ça, mais d'un autre côté, parce que ça m'arrive moi en tant que père de faire ça, mais à d'autres moments, en fait, j'essaie d'expliquer le plus possible, et surtout de pas avoir j'ai l'impression que les profs ont tendance à avoir un rapport de en fait on est l'autorité, donc forcément il faut que on nous respecte, plutôt que d'avoir un échange en fait, tu vois, de te mettre, alors certes t'es toujours l'autorité et c'est important que tu restes l'autorité parce qu'en fait à la fin tu vas finir par leur donner des notes, etc., mais en fait il y a des moments, quoi, tu vois, pour avoir aussi des moments comme tu dis, Pistache, où tu viens te remettre au niveau et tu viens expliquer, quoi. Alors, bonsoir. Je suis l'adolescent débile. je suis l'adolescent débile. Non, je suis en terminale. Et donc, pour vous raconter un petit peu comment moi ça se passe, pour revenir par rapport à ces histoires d'emploi du temps, justement, moi là, je suis face à mon emploi du temps. Et c'est bien simple. En fait, du lundi au vendredi, je fais 8h, 17h30 tous les jours avec 1 heure pour manger. C'est cool parce qu'il y a des choses à faire. Mais d'un autre côté, on en parlait avec une dame qui s'appelle Paulette, qui a 80 ans. On a refait le système éducatif français. Et Qui est Paulette? ce que vous disiez dans le chat, c'était... Qui est Alors Paulette, c'est une dame qui habite, qui habite dans ma ville. Et c'est une mamie de 80 ans. Je l'ai croisée sur la route. En fait, elle promenait son chien, moi aussi. On a discuté et au final, on a refait le monde. Et donc du coup, T'aimes trop Edgar. ce truc-là... Ah, tu me J'essaie, c'était génial. Je tiens, et donc du coup, justement, avec 2 cette secondes, Edgar, dame-là, mais on a discuté. Edgar, 2 secondes, mais je tiens avant tout à faire la petite promo de bientôt Edgar dans Histoire de mec, les gars. Là, tu me teases. Là, j'ai peur. Donc, oui, si seulement on pouvait avoir des après-midi libres. Mais moi, je ferais plutôt un truc, peut-être pas comme en Espagne où le temps est complètement libre, ou en Allemagne où le temps est complètement libre aussi, mais peut-être des trucs, par exemple, comme au Japon. Je sais qu'au Japon, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des clubs le soir. Et en fait, c'est à mi-chemin entre le cours classique, on va dire, et le temps libre. Et c'est des options en fait que les élèves choisissent. Et ça, moi, c'est ce que je dis toujours. J'aimerais tellement en fait pouvoir avoir le temps d'aller voir des films, d'aller créer des choses, etc. Mais le truc, c'est qu'avec l'emploi du temps qu'on a, c'est tellement compliqué que tu finis très rapidement en fait le soir à voir du sport qui dure jusqu'à 21h, 21h30, à gérer en plus des devoirs. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et donc c'est là où pourquoi pas peut-être créer un truc, je sais pas, ou des ateliers, des choses, peut-être avec moins de volume horaire de cours, mais que le temps soit réparti plus efficacement. Mais ça c'est un idéal, mais c'est compliqué à atteindre. Qu'est-ce que vous en dites, les profs? Moi, je pense que ce serait vraiment bien et qu'en plus, ça nous permettrait de justement pallier un peu les différences qu'il y a entre les élèves. Parce que actuellement, on a des heures de cours très théoriques où tout le monde doit être assis, pas bouger, pas faire de vagues. Et en fait, il y a des élèves, ils sont juste pas faits pour ça, quoi. Donc d'avoir des ateliers où t'as une relation différente avec les élèves, où t'as une relation un peu plus proche. Enfin, quand t'as un projet, par exemple, quand on t'organise un voyage, t'as des élèves que tu vois plus régulièrement, tu vois bien qu'ils ont pas la même relation avec toi que ceux que tu vois que 3 heures par semaine. Enfin, moi, je les vois 3 heures par semaine, les élèves, mais moi,
moi, c'est sûr que j'adorerais en fait faire un atelier cuisine avec mes élèves l'après-midi. Ils n'ont pas de place dans leur emploi du temps et je trouve ça dommage. Parce que justement, ces élèves qui ont du mal à rester assis sur leur chaise, qui ont du mal à faire tout en théorie, peut-être que si on leur donnait l'occasion de faire de la pratique, ils brilleraient différemment et qu'on se rendrait compte que finalement, les élèves sont différents, mais on créerait moins une hiérarchie entre eux, peut-être. Est-ce que vous aviez suivi cette histoire de ce prof-là qui s'appelle Jérémy Fontagneux, qui avait fait un peu le buzz il y a quelques années et qui est revenu là à la rentrée, enfin avant la rentrée 2021, où en gros il était dans une ZEP, alors je sais plus exactement quel est le terme adapté maintenant, il était dans un lycée très compliqué, donc il était prof principal d'une classe, il s'était vraiment positionné en tant que coach d'une équipe, en disant ok, moi mon objectif c'est que vous ayez tous 100% de réussite au bac. Là où c'est un lycée qui a, alors je sais plus exactement à l'époque, mais genre 50% de réussite quoi. Donc un lycée compliqué vu les résultats du bac par ailleurs quoi. Ça avait été un peu triste parce que en fait, il était à Drancy, c'est ça, en Seine-Saint-Denis. Il s'était un peu fait médiatiser, etc. Et c'est vrai que le mec, il était vraiment au taquet derrière tous les gamins, quoi, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une note qui baissait un petit peu, il passait un coup de fil au daron, tu vois, en expliquant. Et à l'inverse, en fait, dès qu'il y avait une bonne note, apparemment, il envoyait des SMS aux parents sans arrêt. C'était vraiment... Le mec avait monté une newsletter. Et en fait, c'était un peu parti en saucisse parce que les autres profs de l'établissement lui avaient demandé de la mettre un peu en veilleuse, en fait, parce qu'il était sorti dans les médias, etc. On avait fait un article sur Mademoiselle à l'époque. Et c'était un peu triste, en fait, parce que j'avais retrouvé un peu un truc qu'on peut retrouver en sociologie du travail. J'adore vraiment la sociologie du travail. C'est un truc qui m'a passionné pendant mes études. C'est un truc qu'on appelle le freinage, en fait. C'est-à-dire, en gros, les autres profs lui disaient, mais mec, on peut pas tous faire tous ça, tu vois. Ce que je peux comprendre en plus, hein, tu vois. Mais j'avais trouvé ça dingue qu'il lui avait demandé de la foutre un peu en veilleuse, quoi, tu vois. Et là, apparemment, j'ai vu cet été qu'il avait l'air de ressortir du bois, quoi. Alors, moi, en tant qu'élève, ce que j'en pense, c'est que... déjà, je trouve que c'est déjà hyper intéressant comme méthode de travail. En fait, je pense que c'est le fait de se sentir proche du professeur. J'ai l'impression que je sais pas ce que les autres profs en pensent, mais quand tu te sens proche d'un prof et que tu te sens lié à la personne, il y a aussi un truc de peur de décevoir et c'est pas juste un prof, c'est madame ou monsieur tel, et du coup tu te sens vraiment avec limite un devoir et un vrai truc de j'ai pas envie de décevoir cette personne qui a fait probablement des choses pour moi. Et après, c'est pour ça que moi je pense que ça pourrait être généralisé, ce genre de choses, pas forcément un truc aussi radical entre guillemets, mais un truc de rapprochement entre guillemets, un peu pas désacralisation, mais c'est-à-dire qu'on voit moins le prof comme celui qui te tape les doigts avec la règle, mais plutôt comme la personne qui t'aide à bien avancer sur le chemin de ta scolarité et à devenir un adulte épanoui. C'est un peu ce que dit Simvo, en fait. Ils ont l'air très autoritaires, je suis pas convaincu à 100%. Élève comme moi qui refusait les formes d'autorité, je pense que j'aurais lâché. Je crois que la différence avec son système à lui, c'est qu'en fait, il donne un objectif clair qui est, en fait, à la fin de l'année, on va faire en sorte de te faire avoir le bac. Donc... Après, je crois que dans ce cadre-là, en fait, l'autorité, tu la prends, en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les profs. Moi, j'ai l'impression que quand il y a une forme d'attachement, ça marche aussi bien. Enfin, je vais prendre l'exemple tout bête. Il y a 3-4 ans, je sais plus, on avait organisé un voyage en Angleterre sur le thème d'Harry Potter et on avait réparti nos élèves dans les maisons comme pour Harry Potter et ils gagnaient ou ils perdaient des points pour leur maison en fonction de ce qu'ils faisaient. Et donc, on était 4 profs qui partaient. Et donc chacun était responsable de maison. Et donc moi j'étais la responsable des poufs-souffles. Oh, quelle tristesse. Et donc, mais non, c'est moi qui ai choisi, c'est ma maison préférée. Et mes élèves de poufs-souffles, en fait, ils venaient très facilement me voir pour me parler, pour me demander, pour savoir où on en était dans les points, pour savoir si j'étais fière d'eux. Parce que justement, comme en plus on était un peu les underdogs, ils avaient à cœur de prouver que les Poufsouffles, ils pouvaient faire aussi bien que les Gryffondors et les Serpentards. Donc, en fait, ça crée vraiment une relation qui est différente et qui, à mon sens, est plus saine. Parce que moi, j'ai pas envie qu'ils aient peur de moi, mes élèves. J'ai envie qu'ils me respectent parce qu'ils ont compris que je suis pas là pour leur taper sur les doigts, justement. Et ce projet, c'était incroyable. J'ai notamment un de mes élèves de Poufsouffle qui était un élève qui posait énormément de problèmes l'année d'avant et qui a complètement changé, qui a beaucoup gagné en maturité. Il s'était rendu compte que ses actions avaient des conséquences sur ses camarades. Quand il faisait perdre des points à Poufsouffle,
souffle, Ah. et ben ça le rendait malheureux pour ses camarades. Il voulait pas les pénaliser. Et quand il gagnait des points, même pour des trucs bêtes, enfin pas bêtes, mais simples, rendre un devoir à l'heure ou faire une affiche particulièrement jolie, même si ça n'a rien à voir avec l'anglais, il se sentait vraiment valorisé Ah, c'est et malin. ça l'a changé complètement par rapport à l'année d'avant. Tout à l'heure, je disais un peu qu'il abordait tout ça comme un coach, là, le fameux Jérémy Fontagneux, mais pour moi, il y a un peu de ça, en fait. Il y a un côté, on est tous ensemble, on va faire ensemble d'atteindre tous ensemble, à la fois individuellement et collectivement, un objectif, c'est-à-dire on veut qu'on ait 100% de la classe qu'il est. Il y a aussi les parents dans le truc. Effectivement, Koneko disait l'implication des parents, c'est pour leur rendre aussi une forme d'autorité. Mais bien sûr, parce qu'en fait, les parents, il faut les impliquer et apparemment, ça a l'air de marcher en plus. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un côté équipe qu'on n'a pas forcément d'une manière générale dans l'éducation au sein d'une classe, quoi, j'ai l'impression. Dans ce que tu racontes, Pistache. Moi, je dirais, et particulièrement avec les parents, Ouais. je dirais que je pense que la clé de son système, c'est qu'il y ait un échange serein entre les profs et les parents. Parce que c'est une relation que moi, je trouve très compliquée avec les parents. Dans quel Parce sens? que c'est difficile parce qu'en fait, on est dans un système où on les contacte que quand ça va pas. Et puis, il y a une certaine animosité des fois de personnes qui ont pas bien vécu l'école et qui ont une relation difficile avec les professeurs. Enfin, et même moi, quand je dois appeler, là, premier cours, j'ai une élève qui a sorti son téléphone, j'ai dû appeler sa mère en rentrant. Ça me fait pas plaisir d'appeler les parents pour dire que ça va pas. Et je pense que si on met en place une relation qui est plus durable, plus systématique et pas uniquement négative, et ben les parents soutiendront les profs, ce qui fait que automatiquement il y a une autorité qui est plus respectée, parce que je pense que ce que les parents disent des profs à la maison, c'est aussi super important sur la relation prof-élève. C'était super. Merci beaucoup, vraiment, d'être venu. J'espère que ça vous a plu sur le chat. Ça a beaucoup discuté, etc., etc. On se retrouve la semaine prochaine pour faire parler les darons. Je crois que ça va être une autre paire de manches pour faire parler les mecs, mais on verra. Peut-être on réussira. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt.